Bonjour à tous. Alors, bienvenue à tous pour ce point de presse du 12 octobre 2023. Comme à l'habitude, on va commencer par l'agenda commenté du pôle ministériel, avec l'agenda de la ministre, Madame Colonna, aujourd'hui, qui s'entretient avec Madame Batmouk. Ah, excusez-moi, est-ce qu'on peut faire augmenter le son ? Merci. Est-ce que c'est mieux? Vous m'entendez mieux? Donc nous commençons comme à l'habitude par l'agenda du pôle ministériel Affaires étrangères avec l'agenda de Madame Colonna. Aujourd'hui, Madame Colonna s'entretient avec Madame Batmouk Batseteg, ministre des Relations extérieures de Mongolie. Elle s'est entretenue avec elle dans le contexte d'une forte activité diplomatique entre nos deux pays, puisque le président de Mongolie est en visite d'État, comme vous le savez, cette semaine, et sera reçu cet après-midi par le président de la République avant un dîner qui se tient ce soir. Et cela fait suite à la visite conduite par le président de la République en Mongolie le 21 mai dernier, qui constituait la première visite de cet ordre. Le président de la République de Mongolie et la ministre des Relations extérieures avaient par ailleurs reçu Madame Colonna, comme vous le savez, en juin dernier, puisqu'elle était, participante à un événement consacré à la diplomatie féministe. Les deux ministres se sont donc vus à nouveau ce matin, ce qui atteste d'un grand dynamisme de la relation et de l'importance de ce partenariat bilatéral axé sur la souveraineté et l'autonomie stratégique de deux pays dans des secteurs clés comme l'énergie, les métaux critiques, les télécommunications, mais également la sécurité et l'agriculture. Et les deux ministres ont signé ce matin un plan d'action qui décline de façon très opérationnelle les discussions qui ont eu lieu au niveau présidentiel au printemps dernier, qui permet de tracer une feuille de route de nos relations bilatérales. Cet après-midi, nous aurons le lancement de la stratégie française en santé mondiale, lancement qui se tient à Lyon, avec Monsieur Aurélien Rousseau, ministre de la Santé et de la Prévention, et Madame Sylvie Retailleau, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui accompagneront la ministre. Ce sera en direct sur nos réseaux sociaux à 16h20 cet après-midi. Et je précise que cette stratégie française en matière de santé mondiale est très attendue, puisque la France est un acteur incontournable en matière de santé mondiale, avec des sujets comme la couverture santé universelle et bien sûr l'augmentation de nos financements multilatéraux qu'avait déjà annoncé la ministre lors de l'Assemblée générale des Nations unies et de sa semaine de haut niveau en septembre, avec des montants de 2 milliards d'euros qui sont décaissés pour la France de 2023 à 2025 sur les fonds multilatéraux dédiés à cette question, le Fonds mondial VIH, paludisme, tuberculose, mais aussi les fonds United et les fonds Gavi. Et à cela s'ajoute évidemment notre action multilatérale. Je vous invite donc à découvrir cette stratégie mondiale cet après-midi et à suivre cette expression. Cela se tiendra à Lyon, donc je le rappelle, où vous savez que la France a soutenu l'ouverture de la future académie de l'Organisation mondiale de la santé en compagnie du directeur général de l'OMS, monsieur le docteur Tedros. Le 13 octobre, la ministre copilotera le comité de pilotage Océan avec le secrétaire d'État, M. Berville, secrétaire d'État à la mer. Ce sera au Quai d'Orsay et évidemment dans la perspective de la préparation de la conférence des Nations Unies sur l'océan que la France co-organisera avec le Costa Rica en 2025. Il s'agit évidemment pour nous de travailler à renforcer autant que possible ce puits de carbone essentiel que sont les océans. Le 17 octobre, la ministre se rendra en Moldavie. Moldavie à l'occasion de la 4e conférence ministérielle de la plateforme de soutien à la Moldavie, qui, comme vous le savez, est présidée par la France et coprésidée avec l'Allemagne et l'Italie. Elle sera ouverte par le Premier ministre de Moldavie, M. Dorin Recean, et la présidente Maia Sandu en assurera la clôture. Et donc la ministre aura l'occasion d'assurer sa coprésidence aux côtés de ses homologues.
Et dans un contexte marqué par la poursuite de l'agression russe contre l'Ukraine, cette conférence sera l'occasion à nouveau d'envoyer un signal d'unité et de soutien à la Moldavie, après les 3 premières conférences qui avaient été centrées sur l'aide d'urgence. Vous vous souviendrez que nous avions accueilli le 21 novembre dernier 2022 une conférence à Paris qui avait permis de porter sur ces questions d'aide d'urgence. La conférence de Chisinau, elle, portera sur les questions de résilience économique à long terme et elle mettra l'accent sur le secteur des infrastructures et le renforcement de la sécurité énergétique. Et donc c'est à cet égard que la France participe et préside le groupe de travail consacré à l'énergie. Enfin, à l'agenda de la ministre, le 18 octobre, la première réunion de la Coalition mondiale sur l'alimentation scolaire. Elle y participera avec la secrétaire d'État, Madame Zakharopoulou, une initiative lancée en 2021 par la France et la Finlande, avec le soutien du programme alimentaire mondial et qui vise à ce que d'ici 2030, chaque enfant dans le monde ait accès aux repas scolaires nécessaires pour bien apprendre et bien grandir. À l'agenda des autres ministres et secrétaires d'État, Olivier Bech, le ministre délégué, est toujours au Danemark aujourd'hui. Il poursuit son déplacement. Il rencontre la ministre des Affaires étrangères danois en charge des affaires commerciales, M. Lars Løkke Rasmussen, donc pour évoquer le dynamisme de la relation bilatérale. Il se rendra la semaine prochaine en Espagne à l'occasion d'un conseil affaires étrangères informel sur le commerce. Madame Zakharopoulou est aujourd'hui à Marrakech, où se tiennent les assemblées annuelles de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Elle accompagne la délégation conduite par Bruno Le Maire et il s'agit de poursuivre tous les travaux sur la réforme que nous souhaitons du système financier international avec un double agenda de lutte contre la pauvreté et de protection de la planète. Il s'agit évidemment de continuer à travailler à obtenir un endossement large, le plus large possible, du pacte de Paris pour les peuples et la planète qui compte déjà près de 40 États signataires. Le 18 octobre, Madame Zakharopoulou se rendra à la Cité internationale de la francophonie à Villars-Cotterêts pour son inauguration par le président de la République. Ce travail s'inscrit dans le temps long et surtout vise à faire de la francophonie un espace de création, un espace de dynamisme économique et culturel, évidemment dans la perspective du sommet de la francophonie que nous accueillerons en 2024. Elle se rendra également à Ambition Africa, qui est le rendez-vous incontournable des échanges commerciaux entre la France et les pays africains. Enfin, à l'agenda, je m'arrêterai là, Laurence Boone, la secrétaire d'État, a un déplacement en Bulgarie le 12 octobre, puisqu'elle accompagnera, qui a déjà été évoqué la semaine dernière, et elle accompagnera le président de la République en Albanie dans le cadre du sommet des dirigeants du processus de Berlin qui porte sur le dialogue avec les Balkans occidentaux du 16 au 17 octobre. Elle sera ensuite le 20 octobre aux 60e rencontres franco-allemandes à Versailles qui font suite aux rencontres de Hambourg, au séminaire de Hambourg qui s'est tenu il y a quelques jours et avec pour thème cette année les mobilités comme levier de relance de la relation franco-allemande. C'est un axe qui a été discuté par les deux gouvernements, comme vous le savez. Voilà pour ces éléments de calendrier. Je vous indique qu'en termes de segment off aujourd'hui, nous aurons le plaisir d'accueillir Monsieur Didier Boulogne, directeur général délégué de Business France, qui évoquera à la fois le mandat de cet opérateur du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères pour soutenir l'attractivité de la France et l'export pour nos entreprises à l'étranger, mais également le prochain forum Ambition Africa, qui est, comme je l'indiquais, un rendez-vous incontournable pour nos entreprises et les entreprises africaines en matière de relations commerciales entre les deux espaces. Voilà pour ces éléments d'agenda. Je vais donc passer désormais aux déclarations que j'ai à faire ce matin et ensuite aux questions. Alors, s'agissant des déclarations, 3 éléments à vous indiquer ce matin. Et tout d'abord, je me permets de rappeler, puisqu'évidemment,
Nous aurons l'occasion d'évoquer les événements et les attaques terroristes en Israël, de rappeler que le président de la République s'exprimera ce soir à 20h à ce sujet. Et donc, évidemment, il lui revient de faire toutes les annonces à cet égard. Je me contenterai donc de quelques déclarations ce matin, s'agissant tout d'abord de l'annonce, puisque nous avons à déplorer un nouveau décès tragique d'un ressortissant français, ce qui porte désormais à 12 le bilan des victimes françaises des attaques terroristes menées par le Hamas contre Israël. Et nous adressons nos plus sincères condoléances à sa famille. Nous sommes évidemment en contact étroit avec la famille de ce ressortissant pour lui apporter tout notre soutien dans cette épreuve particulièrement difficile. Vous le savez, nous avons aussi évoqué le sort inquiétant d'un certain nombre de ressortissants français. Et donc, nous sommes aujourd'hui sans nouvelles de 17 compatriotes dont la situation est considérée comme très inquiétante et dont certains sont très probablement été enlevés, comme l'a indiqué la ministre et le président de la République. Et là aussi, nous sommes en lien constant avec leurs familles pour leur apporter notre soutien. Et tous les efforts sont faits pour les rechercher et pour clarifier leur situation en lien avec les autorités israéliennes. Autre point sur lequel je souhaitais pouvoir vous informer, il s'agit de l'organisation de nouveaux vols spéciaux entre Paris et Tel Aviv. Vous savez qu'un certain nombre de vols, un vol a déjà été organisé et sera donc conduit aujourd'hui. Mais comme l'a annoncé hier la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, Madame Colonna, plusieurs vols spéciaux seront organisés vendredi et samedi pour permettre aux Français qui n'ont pu trouver de place disponible dans les vols commerciaux encore ouverts à Tel Aviv de regagner le territoire national. Nous appliquons les mêmes critères de vulnérabilité, les personnes vulnérables, les mineurs isolés, les femmes enceintes, les personnes en situation de handicap ou en situation médicale présentant une urgence sont évidemment prioritaires sur ces vols et nous travaillons avec Air France à la reprise de ces vols commerciaux dès que possible. Toutes les informations seront disponibles sur le site de notre ambassade en Israël qui est d'ores et déjà mis à jour. Donc je vous invite à consulter ces informations et à ce que tous ceux qui souhaiteraient prendre ces vols et qui sont dans cette situation de vulnérabilité puissent se signaler par ce biais. Dans ce cadre-là, dernière annonce à vous faire, Madame Catherine Colonna, la ministre de l'Europe et des Affaires étrangères, se rendra ce soir à l'aéroport Paris-Charles de Gaulle pour accueillir les ressortissants français en provenance d'Israël sur le premier vol spécial coordonné par le Centre de crise et de soutien du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. La presse est invitée à couvrir cet événement et donc nous vous communiquerons très prochainement les modalités techniques et pratiques pour assister à cet accueil. Voilà les annonces que je souhaitais vous faire ce jour et je suis à votre disposition pour répondre aux questions. Oui. Bonjour, Ariane Lavrieux pour le média Disclose. Le 14 septembre dernier, la ministre a rendu visite au président Al-Sisi, réaffirmé le partenariat stratégique avec l'Égypte. 5 jours plus tard, mon domicile était perquisitionné par la DGSI. J'étais placée en garde à vue pour avoir révélé les dérives de ce partenariat et notamment l'opération Sirli qui a aidé l'Égypte à tuer des civils. Est-ce que le partenariat stratégique implique également de coopérer avec l'Égypte dans la traque des journalistes et des sources qui révèlent ces dérives ? Et une deuxième petite question, votre ministère est-il au courant des informations révélées par Mediapart, selon lesquelles des Français ont vendu un logiciel espion à des régimes autoritaires, dont le Vietnam, qui a lancé des attaques contre un député Renaissance du parti Renaissance et des parlementaires européens, ainsi que des journalistes ? Alors, s'agissant du partenariat avec l'Égypte, nous avons en effet fait des déclarations que je vous invite à consulter au sujet de la mission de renseignement. Il ne m'appartient pas de commenter de tels éléments et je vous renvoie au ministère des Armées. S'agissant du logiciel espion, quel est le logiciel que vous évoquez ? Predator.
Alors à ce sujet, nous avons pris connaissance en effet des éléments rapportés dans la série d'articles de Mediapart. Toute tentative d'espionnage à l'encontre de parlementaires comme de journalistes est tout à fait inacceptable. Vous savez que les autorisations d'exportation de biens à double usage sont le fruit d'un processus interministériel strict qui vise notamment à s'assurer du respect des engagements internationaux et européens de la France, notamment en matière du respect du droit international et des droits de l'homme. Il en est rendu compte chaque année devant la représentation nationale et ce processus a évidemment été suivi. Les actions de surveillance passive qui peuvent jouer un rôle dans la lutte contre la criminalité et le terrorisme, mais elles ne peuvent évidemment pas être utilisées et elles ne peuvent être utilisées que dans un cadre légitime et respectueux de l'état de droit. Toute action dérogeant à ce cadre ne peut être évidemment tolérée et est passible de sanctions. Voilà. Quelles actions vous pouvez prendre le ministère, puisque du coup vous... Je n'ai pas d'éléments supplémentaires à cet égard, mais voilà la position qui est la nôtre aujourd'hui sur la suite de cette affaire. Merci. Bonjour, Rina Bassiste. J'ai 3 questions, s'il vous plaît. D'abord, sur l'agenda de Mme Colonna. On a vu que les ministres des Affaires étrangères tchèques, les ministres des Affaires étrangères britanniques et maintenant l'américain se sont tous rendus en Israël. Je crois qu'il y a plus de ressortissants français en Israël que tchèques ou britanniques. Comment ça se fait que Mme Colonna ne s'est pas encore rendue là-bas? Est-ce qu'elle prévoit d'y aller? Ça, c'est ma première question. Ma deuxième question, en fait, porte sur la rencontre ce matin, la rencontre par Zoom à l'OTAN, à Bruxelles, et le briefing qui a été fait par le ministre de la Défense israélienne au ministre de l'OTAN. Je comprends que le ministre français n'était pas dans la salle. Est-ce qu'il y avait l'ambassadeur? Donc ça, c'est votre ressort, je pense. Est-ce que l'ambassadeur était là pour le représenter? Est-ce que vous pouvez me confirmer que le ministre n'était pas là-bas? Et quelque chose que je n'ai pas tout à fait compris sur la question de vol, parce que vous parlez des gens qui sont vulnérables, qui ont la priorité. On parle bien des vols Paris-Tel Aviv, n'est-ce pas? Et en ces cas, ça a l'air peut-être bête, mais pourquoi ils ont la priorité? Parce que surtout les vols qu'Israël organise de Paris à Tel Aviv, ce n'est pas eux qui sont prioritaires, mais plutôt les jeunes qui veulent se mobiliser. Donc ça a l'air un peu bizarre, mais pourquoi vous privilégiez ces gens-là qui ne peuvent pas participer au combat et à la sécurité d'Israël? Merci. Merci pour toutes ces questions. Alors, s'agissant de l'agenda de la ministre, nous reviendrons évidemment vers vous. Et vous savez quelle a été la mobilisation des autorités françaises. Le président de la République... Vous savez quelle a été la mobilisation des autorités françaises, le président de la République, la ministre, évidemment, tout le réseau diplomatique. Le président de la République a eu le président Herzog et le Premier ministre Benjamin Netanyahou et la ministre, son homologue Eli Cohen, dans les premières heures après les terribles attentats terroristes commis contre Israël. Et ça a été l'occasion pour elle d'exprimer sa solidarité. Elle a eu par la suite toute une série de contacts comme le président de la République et ces contacts se poursuivent pour faire suite à ces attentats terroristes et travailler ensemble à exprimer clairement notre condamnation, à marquer notre soutien au droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit international, marquer aussi notre volonté de contribuer à éviter un embrasement régional suite à ces attentats terroristes. C'est le message passé par nos autorités dans le cadre de ces différents contacts qui se poursuivent. La ministre a eu, comme vous le savez, ses homologues de la région, homologues palestiniens, jordaniens, émiriens, qatariens, saoudiens, européens bien sûr, puisque un conseil affaires étrangères exceptionnel a pu se tenir, et également américains et d'autres encore. Et ces contacts se poursuivent et marquent notre mobilisation totale dans ce cadre. Elle sera par ailleurs, comme je l'indiquais, ce soir à l'accueil de nos ressortissants. S'agissant de la rencontre OTAN
Je n'ai pas d'informations sur cette réunion, donc je peux revenir vers vous à ce sujet. Je suis certaine que notre ambassade a été mobilisée et je pourrais vous faire part de notre représentation en la matière. S'agissant des vols Paris-Tel Aviv, il s'agit en effet d'apporter un soutien à nos ressortissants qui expriment le souhait et qui n'ont pas pu le faire par des voies commerciales de rentrer en France. Et nous pouvons leur apporter ce soutien par le biais de ces vols commerciaux qui sont mis en place. Donc le premier aujourd'hui, il y en aura un autre demain et un autre samedi. Et nous travaillons à une reprise de la desserte avec Air France. Donc c'est un travail qui est en cours. Vous savez que la ministre a évoqué les contacts avec la compagnie aérienne pour permettre une reprise de ces vols dans le contexte où l'aéroport Ben Gourion est ouvert et où un certain nombre de vols commerciaux continuent à opérer depuis l'aéroport Ben Gourion. L'aéroport n'a jamais fermé, pardonnez-moi. Je ne comprends pas l'essence. L'aéroport n'a jamais fermé. C'est ce que nous indiquons, c'est pour ça que nous travaillons avec Air France à travailler à des modalités pour une reprise de la desserte de la compagnie aérienne. Mais par ailleurs, d'autres vols continuent d'opérer entre Paris et Ben Gourion. Oui, bonjour. J'ai plusieurs questions. La première, est-ce que vous envisagez de demander aux familles de vos diplomates en Israël de revenir en France ? Vu tous les contacts que vous avez eus, quel message est-ce que la France a passé à Hezbollah en ce moment ? Et quelle est votre estimation du rôle de l'Iran dans tout ça ? Il y a eu des déclarations américaines, mais quel est le perspective français ? Et juste pour revenir sur le déplacement, ou pas de déplacement de la ministre, c'est une question d'agenda, c'est une question que ça va se passer, ou vous pensez que ce n'est pas nécessaire à ce stade ? Alors, je viens de vous répondre sur l'agenda de la ministre, donc je ne vais pas en dire davantage, je n'ai pas d'annonce à faire, mais nous pourrons revenir vers vous. S'agissant des familles de diplomates, donc nos diplomates sont aujourd'hui à l'œuvre sur le terrain, ils sont pleinement mobilisés et donc travaillent pleinement pour faire en sorte d'assister tout d'abord notre communauté, comme je l'indiquais, puisque nous avons évidemment mis en place une cellule de crise dès après l'annonce et malheureusement l'explosion de ces attentats terroristes en Israël, une cellule de crise qui se tient à la fois simultanément à Jérusalem et à Tel Aviv, dans nos deux consulats généraux, avec évidemment la mobilisation de notre ambassade à Tel Aviv. Et nous avons par la suite ouvert dès dimanche une cellule de crise ici à Paris, au centre de crise et de soutien, qui vient accompagner ces efforts de soutien à nos communautés. L'autre travail qui est accompli, c'est évidemment le travail diplomatique. Vous avez évoqué tous les contacts qui sont les nôtres. Ce travail est évidemment effectué étroitement en contact avec nos ambassades sur le terrain, qui sont toutes mobilisées, et notamment dans la région, pour passer les messages que je vous indiquais et qu'ont martelé nos autorités depuis le 7 octobre, message de condamnation ferme de ces attentats terroristes odieux contre Israël, message pour réitérer le droit d'Israël à se défendre dans le cadre du droit international, et message pour éviter l'embrasement régional qui pourrait résulter de ces premières vagues d'attentats terroristes contre Israël. S'agissant, vous aviez une question sur l'Iran, c'est ça ? Alors sur l'Iran, le président de la République a déjà eu l'occasion de s'exprimer à cet égard. Et le Quint s'est également exprimé sur le fait qu'aucun acteur hostile à Israël ne doit chercher à tirer avantage de ces attaques. Ça, c'est le message très clair qui a été passé au niveau des chefs d'État et de gouvernement du Quint à ce niveau lundi. Et donc c'est le message qui reste le nôtre et que nous transmettons. S'agissant d'une implication de l'Iran, il n'y a pas à ce stade, comme l'indiquait le président de la République, de traces formelles d'implication directe.
Le président de la République a néanmoins jugé vraisemblable qu'il y a eu un soutien au Hamas, avec qui l'Iran entretient des liens bien connus. Et en tout état de cause, les propos tenus par l'Iran sont inacceptables et ne correspondent pas à nos valeurs. Et donc le président de la République l'a encore rappelé à Hambourg. Juste pour préciser, sur la question sur Hezbollah, est-ce que vous avez fait passer des messages à Hezbollah en passant par Mikati, par exemple, ou par le ministère des Affaires étrangères? Alors la diplomatie, comme je l'indiquais, la diplomatie française est active pour que la situation ne s'aggrave pas par un embrasement régional. Et comme le précisait la ministre, cela inclut évidemment le fait que la situation ne s'aggrave pas à la frontière avec le Liban comme à la frontière avec la Syrie. Donc le président de la République et la ministre ont multiplié les contacts depuis samedi à cet égard. Et comme le rappelait notre ambassadeur hier à Tel Aviv, le Hezbollah sait très bien quels sont les messages que nous lui passons sur les risques. Nous continuons à le lui répéter. Et comme je l'indiquais il y a un instant, le message que nous passons, il est clair, c'est celui passé par le Quint. Nous insistons sur le fait qu'aucun acteur hostile à Israël ne doit chercher à tirer avantage de ces attaques. Bonjour, Pierre Firsion de Radio France Internationale. J'ai plusieurs questions, j'en ai déjà 3 sur Israël. Joe Biden a demandé hier à Israël de respecter le droit de la guerre. Est-ce que la France s'associe à cette demande ? La France va-t-elle aider Israël sur un plan militaire et si oui, de quelle sorte ? Et la troisième question là-dessus, c'est est-ce qu'il y a des négociations au sujet des présumés otages ? Parce qu'on comprend bien que certains ressortissants français sont sans doute détenus. J'ai 2 autres questions, une sur l'Afrique qui concerne les demandes de visa. Visiblement, ces derniers jours, des visas ont été accordés à des étudiants burkinabés. Est-ce que cela présage d'une évolution sur cette question des visas au Burkina Faso et plus généralement au Sahel? Et pour compléter la question de ma collègue Ariane Lavrieux, Mediapart et 15 autres médias ont donc révélé que qu'un groupe français avait vendu un logiciel de piratage à des gouvernements autoritaires, mais visiblement aussi du matériel de surveillance a également été vendu au maréchal Haftar en violation de l'embargo sur les armes. Comment est-ce que vous réagissez à toutes ces révélations, et notamment à cette dernière révélation? Merci. Merci. Donc, s'agissant de votre rappel des propos du président Biden, il ne m'appartient pas de les commenter, mais je voudrais vous rappeler ce qu'a dit très clairement la Première ministre et la ministre dans leurs expressions récentes, y compris devant la représentation nationale. La Première ministre comme la ministre ont insisté sur le droit d'Israël à se défendre contre une offensive terroriste majeure sans précédent sur son sol. Ces opérations pour se défendre doivent évidemment respecter le droit international et protéger les populations civiles. C'est ce qu'ont indiqué clairement la Première ministre et la ministre des Affaires étrangères. Donc voilà pour ce point. S'agissant des otages, ces prises d'otages sont absolument odieuses. Nous avons là eu aussi l'occasion de nous exprimer par la voix de nos autorités au plus haut niveau. Elles doivent immédiatement cesser. Donc la France appelle à une libération immédiate et sans condition de tous les otages. Et bien sûr, nous avons une pensée toute particulière pour les otages français, puisque, comme l'indiquaient nos autorités, il est probable que nous ayons des otages parmi les otages retenus par le Hamas, et notamment des enfants. Dans ce cadre, il ne me revient évidemment pas de commenter les discussions à cet égard. Je vous renverrai juste aux propos tenus par le président de la République en la matière. Nous avons une coordination très étroite avec les autorités israéliennes. Nous avons une coordination très étroite sur ce sujet avec les autorités israéliennes, et nous serons amenés, en lien avec les autorités israéliennes et avec l'ensemble des pays qui sont dans notre situation, à consolider une position commune. C'était la déclaration faite par le président de la République à Hambourg il y a quelques jours. S'agissant de votre question sur les visas, vous avez entendu le président de la République là-dessus. Les artistes, les chercheurs, étudiants, les intellectuels
tous ceux qui cherchent à exprimer une position libre sont évidemment les bienvenus en France. Et donc, nous avions dû suspendre, pour des raisons sécuritaires, notre délivrance de visa dans un certain nombre de pays du fait des menaces qui pèsent sur nos emprises diplomatiques. Et vous savez que dans un certain nombre de ces pays, nos emprises diplomatiques ont été prises pour cible. Et il en va, le cas échéant, du Burkina, puisque notre institut français à Ouagadougou avait été attaqué. Et donc, dans ce cadre-là, nous faisons le maximum pour permettre aux étudiants de venir en France, malgré ces conditions sécuritaires très dégradées. Sur la dernière question, j'ai répondu à la première question et je n'ai pas d'éléments supplémentaires sur ce point que vous mentionnez. Le ministère des Affaires étrangères est quand même à la commission des biens et des usages. Donc ce n'est pas une position de principe qu'on vous demande, mais sur ces cas précis. J'entends votre question, mais à ce stade, je n'ai pas d'éléments supplémentaires à vous donner. Nous pourrons revenir vers vous pour vous répondre sur ce point supplémentaire. Bonjour, Esra Tasquin pour l'agence Anadolu. Selon les données de l'ONU, lors des attaques aériennes israéliennes, plus de 338 000 personnes ont été déplacées en 24 heures. Le Premier ministre israélien Netanyahou a dit aux Gazaouis de quitter ce lieu. Que vont faire les personnes qui souhaitent partir de cette zone assiégée qui abrite la population la plus dense du monde? Excusez-moi, j'entends très mal votre question. Est-ce que vous serait possible de parler un tout petit peu plus fort? Pas de souci. Selon les données de l'ONU, lors des attaques aériennes israéliennes, plus de 338 000 personnes ont été déplacées en 24 heures. Le Premier ministre israélien Netanyahou a dit aux Gazaouis de quitter ce lieu. Que vont faire les personnes qui souhaitent sortir de cette zone assiégée qui abrite la population la plus dense du monde? Avez-vous entrepris des efforts pour ouvrir un corridor humanitaire? Voilà. Merci pour cette question. La ministre a eu l'occasion de s'exprimer très clairement hier sur France Info. Donc je vous renvoie aux propos qu'elle a tenus. Nous suivons évidemment cette situation avec la plus grande attention. Et elle a pu rappeler à cet égard que dans la conduite des opérations israéliennes, le droit international doit être pleinement respecté, comme tout État doit le faire lorsqu'il mène une opération militaire. Et donc cela implique en effet que les accès humanitaires puissent être assurés en conformité du droit international et permettant notamment d'assurer les besoins élémentaires des populations, l'accès à l'eau et l'accès à la nourriture. Je vous renvoie là aussi aux propos de la ministre qui a rappelé cette position hier. Bonjour, Delphine Twitou de l'AFP. J'ai une question sur le Sahel. Il y a des informations de presse qui circulent sur le fait que le Quai d'Orsay aurait suspendu des projets de l'agence Canal France International, donc projet média, au Burkina, au Mali et au Niger. Donc je voulais savoir si vous pouviez confirmer cette information. Et je voulais savoir s'il y avait la position restée inchangée de la France concernant le soutien au président Bazoum, qui est toujours retenu au Niger. Alors, je vais commencer par le dernier point de notre question. Oui, notre position diplomatique reste inchangée. Le président Bazoum est le seul dirigeant démocratiquement élu du Niger que reconnaisse la communauté internationale. Et à ce stade, nous continuons à soutenir les efforts de la CEDEAO pour parvenir à une restauration de l'ordre constitutionnel et à la libération du président Bazoum. Donc, je rappelle qu'il est toujours pris en otage par les putschistes au Niger, ainsi que sa famille, dans des conditions qui sont absolument indignes et inacceptables. Et c'est le message qu'ont passé non seulement nos autorités, mais tous nos partenaires internationaux. S'agissant de l'activité de Canal France International, je n'ai pas davantage de précision sur l'activité précise de cet opérateur dans la région. Quoi qu'il en soit, vous savez quelle a été notre annonce s'agissant de notre aide au Sahel. Nous souhaitons poursuivre notre aide aux populations de ces trois pays, notamment par le biais de notre aide humanitaire qui est maintenue, sauf au Mali, où, vous savez, les autorités maliennes ont refusé que des États étrangers, y compris donc le nôtre, puissent participer à aider les populations sur le terrain.
et où nous ne pouvons donc pas continuer à apporter cette aide humanitaire. S'agissant de l'aide à CFI, nous pouvons donc revenir vers vous pour savoir dans quelle mesure ces activités ont été ou non suspendues. En tout état de cause, comme je l'indiquais dans la question précédente, notre souhait est de pouvoir continuer à accueillir, comme je l'indiquais, les étudiants, les artistes, les intellectuels et évidemment les journalistes qui luttent aujourd'hui pour l'accès à une information fiable et pour la liberté de presse dans cette région. Sur la question des otages, on comprend à partir des déclarations de la ministre que vous excluez complètement tout contact avec Hamas. Ça veut dire que vous excluez aussi tout contact par intermédiaire, par exemple par les Qatar ou par l'Égypte. Alors, s'agissant des otages, vous le savez très bien, nous ne précisons jamais la manière dont nous travaillons sur ces questions. C'est une question de principe et de sécurité pour les personnes intéressées. Je vous renvoie donc juste à ce qu'a dit en effet la ministre hier au sujet de l'absence de contact avec le Hamas et aux propos tenus par le président de la République qui, comme je l'indiquais, soulignait les contacts étroits que nous avions avec les autorités israéliennes en la matière et la pleine confiance que nous leur accordions pour avancer avec elles sur ce sujet très sensible. Merci à vous. Bonjour, je voulais poser la question sur les otages, mais bon, mon confrère l'a posé devant moi. Je vais revenir sur les corridors humanitaires dont on parle. Est-ce que la France, elle est prête ou bien elle est sur des envois humanitaires vers Gaza? Vous êtes en négociation avec l'Égypte pour ouvrir ces corridors humanitaires, sachant qu'ils vont ouvrir l'aéroport Al-Arisha pour une facilité de transfert. D'autre part, on voit un certain renfort américain militaire dans la Méditerranée. On a Gerald Ford, il y a Eisenhower qui arrive. Est-ce que la France a été consultée si elle peut aider dans s'il y aura un certain mouvement militaire un petit peu qui s'oppose à l'axe qui est dans la Méditerranée, ou bien est-ce que Paris va agir là-dessus? Merci. Merci. Alors notre action aujourd'hui, elle passe notamment par tous ces contacts diplomatiques que je vous indiquais, à la fois évidemment pour passer les messages que je vous indiquais, mais également, comme vous le soulignez, un de ces messages est l'accès humanitaire. Donc la France appelle au respect du droit international, et ce respect du droit international inclut, comme vous le savez, l'accès humanitaire et notamment le fait de pouvoir fournir et de répondre aux besoins élémentaires des populations, notamment s'agissant de l'eau, de l'alimentation, de l'électricité et de la santé. À ce stade, je n'ai pas d'éléments sur une aide humanitaire supplémentaire qui pourrait être apportée par la France. Vous savez quelle est notre aide aux Palestiniens et à la population palestinienne. Nous avons eu l'occasion de le redire. Donc l'aide française s'élève à 95 millions d'euros par an et elle vise à la fois à soutenir la possibilité d'un État palestinien viable, mais principalement à apporter des aides en matière de subsistance à la population palestinienne à travers une aide humanitaire qui vise précisément à soutenir les réfugiés, à apporter une aide alimentaire et une assistance aux familles vulnérables en matière d'eau potable et de santé. Donc nous sommes en train d'examiner tous ces aspects sur la poursuite de cette aide. Le président de la République a été très clair sur le fait que nous ne suspendrons pas cette aide et donc il revient maintenant de l'examiner comme nous l'avons indiqué, notamment dans un cadre européen. Merci à vous. Oui,
Oui, juste une petite précision sur les chiffres que vous avez donnés tout à l'heure, des 17 personnes qui sont, en français, missing. Non localisés, donc ce sont des cas que nous considérons comme très inquiétants. Oui, non, oui, ma question est... 17 personnes, en effet. Oui, non, ça j'ai compris que c'est 17, mais le ministère de la Défense israélien a déjà informé 97, les familles de 97 personnes que leurs familles, que leurs proches sont en captivité. Donc quand vous dites qu'il y a 17, ça veut dire que c'est 17 dont vous ne savez pas du tout s'ils sont à Gaza ou pas. On est d'accord? Non localisés, en effet. Ce sont 17 personnes dont nous cherchons aujourd'hui, en lien avec les autorités israéliennes, à clarifier la situation et à rechercher. Nous estimons qu'il est probable que parmi ces 17, il y ait des otages du Hamas. Bonjour, Madame Kakitamatz de Nikkei. J'aimerais revenir sur les vols que vous organisez entre Tel Aviv et Paris. Déjà, est-ce qu'ils sont tous des vols Air France? Est-ce que c'est des vols Air France tous? Et vous avez parlé de priorité, donc ça veut dire qu'il y a une forte possibilité qu'il n'y aura pas assez de place pour tout le monde qui souhaite de rentrer en France. Et puis ma troisième question, est-ce que c'est réservé pour les gens avec la nationalité française? Vous envisagez éventuellement d'accueillir des non-français dans ces vols? Merci. Merci beaucoup. Nous nous efforçons depuis le 7 octobre de répondre à toutes les questions et toutes les préoccupations de nos ressortissants qui se trouvent en Israël ou dans les territoires palestiniens. Donc, vous savez, la ministre a évoqué un nombre de 150 000 Français environ présents dans cet espace-là, puisque nous avons à la fois 65 000 enregistrés auprès du consulat général à Tel Aviv et 25 000 enregistrés auprès du consulat général à Jérusalem, mais il faut évidemment inclure un très grand nombre de Français de passage qui étaient en visite en Israël ou dans les territoires palestiniens. Donc nous souhaitons, à travers ces vols spéciaux, apporter à ceux qui n'auraient pas pu prendre un vol commercial la possibilité, quand ils sont dans cette situation vulnérable, de pouvoir rentrer en France. Et donc, à cet égard, nous travaillons avec la compagnie Air France, à la fois à ces vols spéciaux et à la possibilité d'une reprise de sa desserte vers l'aéroport Ben Gourion, mais nous travaillons également avec d'autres compagnies pour faire en sorte de mettre des vols spéciaux à disposition qui puissent répondre à la demande de nos ressortissants. Les critères qui ont été choisis pour ces vols sont évidemment des critères de vulnérabilité. Donc critères de vulnérabilité qui incluent les femmes enceintes, les enfants, les personnes en situation de handicap ou présentant des situations médicales qui nécessitent en effet une urgence à rentrer en France. Et donc c'est ce besoin prioritaire qu'il s'agit aujourd'hui de couvrir. Besoin prioritaire de nos ressortissants, mais nous sommes évidemment en contact avec un grand nombre de partenaires internationaux, notamment européens, au sujet de ces retours et de l'organisation de ces vols spéciaux. J'ai une question au sujet des Français qui pourraient être à Gaza. Est-ce que, on sait qu'ils sont tous sortis, est-ce qu'il y a eu des destructions d'emprises françaises, écoles, instituts français ou autres, et est-ce qu'il y aura ou pourrait y avoir un traitement spécial pour les employés de ces institutions françaises qui seraient sous contrat local, y compris dans l'enseignement? Et dernier petit point, est-ce que nous savons, même si ce n'est pas tout à fait la France, si l'église Saint-Porphyre a été touchée par les bombardements, l'église, une des plus vieilles du Moyen-Orient? Je n'ai pas d'éléments sur ce dernier point. Je vous invite à trouver d'autres sources. S'agissant des Français à Gaza, comme l'indiquait la ministre, il y a en effet quelques dizaines de Français présents à Gaza, notamment
des personnels humanitaires ou des personnels qui ont des liens familiaux à Gaza. Et donc, tous ne souhaitent pas sortir de la bande de Gaza. Et nous sommes évidemment en contact étroit avec chacun d'entre eux pour nous assurer de leur situation. C'est le travail que conduit au quotidien notre consulat général à Jérusalem, qui est extrêmement mobilisé sur ce plan, et qui l'est aussi pour les employés des institutions françaises. Vous mentionnez les institutions françaises. Je le rappelle à tous, la France est le seul pays européen à disposer d'un institut français à Gaza, et c'est évidemment dans ce cadre que nous sommes en lien avec tous les personnels français ou locaux de cet institut. Je crois que nous arrivons à prendre une dernière question, et puis nous allons clore pour pouvoir passer au segment off. Merci. Merci. Mélisse Penassus pour Nikkei Asia. J'ai une question à propos de la visite du président mongol. Donc on s'attend à des investissements dans la coopération minière, sur l'uranium en particulier, notamment parce que la France veut diversifier et sécuriser ses approvisionnements. C'est bien, mais ça me semble un peu contradictoire étant donné que la Mongolie est enclavée entre la Chine et la Russie. Donc la Russie, ça va être impossible pour exporter. Mais sur le moyen et long terme, comment est-ce que la France appréhende ce risque en termes très logistiques des futures exportations espérées de la Mongolie, sachant que c'est notamment pour se distancier de la Chine que la France fait de telles coopérations. Merci. Merci beaucoup. Ce renforcement de nos relations avec la Mongolie, je dirais, s'inscrit dans deux cadres, dans la stratégie Indo-Pacifique que vous connaissez bien, et qui fait de la France un partenaire essentiel dans cette région, mais aussi de l'Europe, puisque nous avons contribué à faire en sorte que l'Union européenne se dote, là encore, d'une stratégie Indo-Pacifique. Et elle s'inscrit également dans notre volonté, comme vous l'indiquez, de renforcer la souveraineté européenne, notamment s'agissant de l'importation de minerais rares et nécessaires au développement de nos industries et de notre indépendance stratégique. Donc, c'est dans ce cadre-là que se tiennent notamment les questions de relations avec la Mongolie. Ces relations sont en développement à la suite de tous les contacts que j'ai évoqués, avec la signature d'une plan d'action et d'une feuille de route ce matin par la ministre, dont nous pourrons vous donner davantage de détails. Mais tous ces éléments de sécurisation sont évidemment inclus dans cette réflexion. Et donc cette discussion porte en effet à la fois sur les minerais et sur un certain nombre d'autres aspects, et notamment énergétiques. Voilà pour ce point. Allez, dernière question, et puis nous allons clore. Merci beaucoup. Est-ce que la France considère que c'est le moment pour essayer de relancer les processus politiques entre les Israéliens et les Palestiniens, où il faut attendre un temps, avec des initiatives, disons, particulières? Vous avez entendu la ministre évoquer en effet la nécessité de réouvrir une perspective politique dès que le moment le permettra, et le rappel qu'elle a fait très clairement en soulignant que la solution à deux États était la seule solution pour rétablir une paix juste et durable et faire en sorte que Israéliens et Palestiniens puissent vivre en sécurité et en paix côte à côte. Et donc cela fait partie évidemment des discussions que nous avons avec tous nos partenaires. Merci pour cette dernière question. Donc, sans plus de transition, je vais donc passer la parole à Monsieur Didier Boulogne, que je remercie de sa présence pour un segment dont je rappelle qu'il est en off. Donc merci à vous de respecter cette règle. Monsieur Didier Boulogne est donc directeur délégué de Business France, qui est un des opérateurs en co-tutelle avec le ministère des Finances du ministère de l'Europe et des Affaires étrangères. Cher monsieur